Bonjour à tous et toutes. Nous sommes ravis avec les équipes Altios O2M et Layton de vous retrouver pour notre troisième webinaire de notre série sur l'enjeu challengeant et passionnant de l'international durable. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment financer sa transition internationale et responsable. Autrement dit, comment on peut concilier vertuosité environnementale, impact sociétal positif et bien sûr un modèle économiquement viable. Et tout ça, bien sûr, au service d'une performance qui se veut à la fois durable et globale. Nous aurons le plaisir de voir au travers de ce webinaire comment justement votre transition environnementale sociétale au niveau de vos organisations et sur l'ensemble de votre chaîne de valeur internationale, hein, que ce soit l'amont, votre cœur d'activité et bien sûr l'aval à l'export ou sur des présences internationales, s'allie avec une performance économique qui peut se trouver au travers des gains économiques que l'on réalise au travers de cette transition environnementale et sociétale et aussi au travers des leviers de financement que l'on peut mobiliser à différentes échelles, aux échelles régionales, nationales, européennes et aussi dans les pays dans lesquels vos entreprises et organisations sont situées à titre commercial ou industriel. Et tout ça pour vous permettre de mettre en œuvre une stratégie internationale durable et bien sûr en mobilisant au travers de ces financements et dans votre stratégie à la fois vos parties prenantes internes et vos parties prenantes externes, dont certaines que vous connaissez sur le bout des doigts et d'autres peut-être que vous découvrirez et qui sont davantage insoupçonnées. Je vais proposer à nos intervenants Julien et Pascal de se présenter et Lucie et moi, on prendra la main juste après. Je me permets de commencer. Bonjour à tous, Julien Casgrain, dirigeant de O2M. O2M, depuis maintenant plus de 15 ans, notre sujet c'est le développement durable, à la fois sur les organisations et sur les produits. Je suis ravi d'être ici ce matin avec vous. Bonjour à tous, effectivement, moi c'est Pascal Degnaud, je suis responsable des partenariats au sein de Layton depuis maintenant 8 ans. Et moi également, je suis ravi d'avoir été invité à ce webinaire, et ce pour deux raisons qui sont en réalité deux de mes passions. L'international, parce que je suis né à l'étranger, sur une petite île des Caraïbes qui s'appelle Trinité, et que j'ai vécu plus de la moitié de ma vie à l'international dans 10 pays, sur trois continents. Et la seconde raison étant mon attrait pour tout ce qui est développement durable. En effet, cela fait maintenant 15 ans que je cherche à accompagner les entreprises à mettre en œuvre des actions qui leur permettront de se transformer. Et j'ai rejoint donc le cabinet Layton, que vous connaissez peut-être, qui est un cabinet qui est au service du financement des transitions depuis plus de 25 ans. Notre objectif chez Layton, c'est à la fois en France et dans le monde d'accompagner l'ensemble de nos clients dans une course au progrès, un progrès technologique, environnemental, social et surtout un progrès durable. Donc c'est en obtenant des solutions financières adaptées à leurs enjeux que nos experts techniques permettent d'aller chercher le potentiel de développement auprès de l'ensemble de nos clients. Merci beaucoup, Pascal et Julien. Je poursuis sur les présentations. Je suis Marine Guillard, directrice de projet international durable au sein du département conseil et stratégie, avec une double casquette. J'accompagne depuis près de 15 ans les PME, les ETI dans la co-construction de leur stratégie internationale et en intégrant en plein cœur les enjeux de durabilité, je le disais tout à l'heure, au service d'une performance globale. Et avec Lucie, on a aussi le plaisir d'animer et de vivre en interne cet enjeu de l'international durable au travers de nos 37 bureaux et de nos 23 pays d'implantation, en animant des ambassadeurs RSE qui sont sur le terrain, puisque notre leitmotiv, c'est d'accompagner nos clients et les organisations que l'on accompagne et de vivre aussi ce challenge en externe en ayant des piliers de durabilité qui soient communs, qui s'expriment de façon globale et tout en conciliant une action locale qui fasse sens avec les enjeux que rencontrent nos différents pays d'implantation. Et ravie de vous retrouver sur ce thème passionnant. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui sera passionnant. Je suis Lucie Junier, je suis chef de projet au sein de la maison conseil et stratégie. J'ai eu l'honneur de pouvoir co-construire et initier les réflexions autour du sujet de l'international durable et aujourd'hui d'accompagner nos clients dans une trajectoire internationale qui
allie à la fois les enjeux économiques, écologiques et sociétaux et sociétals. Merci beaucoup à Peut-être. tous pour les présentations. N'hésitez pas à interagir au travers du chat si vous avez des partages d'expériences, des questions. On veut être le maximum dans l'interactivité au travers de tous les partages que l'on aura aujourd'hui. On va avoir une quarantaine de minutes d'intervention et puis s'en suivra un temps de questions, réponses, interactions avec vous. Oui, en effet, Marine, je me permets juste d'intervenir. Bienvenue à tous et toutes pour ce webinaire. Simplement pour préciser qu'en effet, sur cette plateforme GoToWebinar, vous avez accès à quelques fonctionnalités. C'est un petit peu technique, mais ça peut être utile. Si vous souhaitez poser vos questions dans l'espace chat de la plateforme, vous avez accès à un petit bouton avec un point d'interrogation qui vous permet de nous envoyer vos questions et nous pourrons y répondre dans les 15 dernières minutes de l'événement. Cela permet en effet pour vous de vous laisser le temps de la réflexion et à la fin, bien entendu, nous sélectionnerons certaines questions, mais ça n'exclut pas d'y répondre à la suite du webinaire, bien entendu. Donc, laissez-nous vos questions dans ce petit espace. Bon webinaire. Merci beaucoup, Justine. Julien, on propose de te laisser la main pour nous dépeindre le contexte actuel des organisations et des entreprises en lien avec la responsabilité sociétale. Merci, merci Marine. Oui, je voulais redonner un petit peu de contexte. Pourquoi est-ce que tout cela devient important et puis surtout réexpliquer que la RSE, ce n'est pas que l'environnement. La responsabilité sociale des entreprises, c'est aussi un volet économique et c'est donc aussi un volet social. On se focalise beaucoup sur la partie environnementale, mais c'est principalement parce que chacune des entreprises se retrouve en fait dans une chaîne de valeur, qu'elle soit locale, qu'elle soit internationale. Et c'est pour ça que, au regard de l'accélération de la réglementation, notamment européenne, mais qui existe aussi dans d'autres régions du monde, eh bien, chaque entreprise, même si elle n'est pas directement confrontée à ce reporting extra-financier qui devient de plus en plus présent, eh bien, va se retrouver dans cette chaîne de valeur et va devoir fournir un certain nombre d'informations. Donc, ça, c'est un petit peu le contexte général. Et ça, qu'est-ce que ça influence? Eh bien, ça influence surtout le fait que l'entreprise se doit de réfléchir à comment continuer à pouvoir accéder au marché, comment pouvoir continuer à accéder à des financements sur la base de critères qu'on entend souvent, c'est-à-dire ESG, environnement social et gouvernance, mais qui en fait ne sont que la réflexion de la RSE et de tous ces critères qui vont venir à un moment alimenter ce reporting extra-financier. Donc l'accès au marché, eh bien c'est très important pour l'entreprise puisque bien sûr ça veut dire conserver des clients, peut-être même en gagner des nouveaux, avoir un aspect compétitif également, continuer à être référencé, et puis l'accès au financement. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, mais au-delà de ça, c'est aussi comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à des demandes directes de la banque, peut-être des investisseurs, de l'entreprise, qui eux-mêmes vont devoir potentiellement faire ce reporting extra-financier. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est un petit peu ce contexte. Ça bouge beaucoup en ce moment. Il y a tout un calendrier, au-delà du reporting extra-financier aussi, qui est en place. Je pense notamment à la taxe carbone aux frontières qui va impacter tous les imports au niveau de l'Union européenne. Et tous ces éléments-là vont donc devoir être pris en compte demain dans l'entreprise et ça va faire partie vraiment intégrante de l'entreprise et de son activité demain. Alors, tout ça pour dire que cette chaîne de valeur qui est très importante, pourquoi est-ce que l'on insiste un petit peu sur cette partie environnementale? C'est justement pour ces questions de données, c'est ces questions de fournir de l'information, c'est ces questions de construire ces données et se donner soi-même d'ailleurs une trajectoire peut-être un petit peu plus vertueuse. Mais le point principal, en fait, l'enjeu, c'est vraiment cette collecte de données, c'est cette collecte d'informations parce qu'on doit la fournir, parce qu'on doit l'utiliser nous-mêmes, et puis aussi parce qu'on va se retrouver dans une position à devoir aussi la demander dans notre chaîne de valeur pour pouvoir construire sa propre donnée également. Ce que je vous propose sur la slide suivante, c'est un petit peu une pyramide, comment envisager finalement
cette décarbonation, parce que c'est finalement de ça dont on parle, eh bien, si on part du bas, eh bien, on retrouve des choses assez simples, hein, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le réglementaire, ce sont les scopes 1 et 2 du bilan carbone, si vous êtes familier avec ces terminologies, c'est-à-dire les émissions directes de l'entreprise. Mais ces émissions directes-là ne représentent en fait que 15% des émissions totales de l'entreprise, puisqu'elle exclut sur les scopes 1 et 2 toute la partie partie prenante externe et les émissions indirectes. Ces émissions indirectes, c'est le scope 3, c'est le niveau au-dessus. Et puis, de cette base-là, on va pouvoir construire une trajectoire parce qu'on aura identifié, en ayant fait un petit peu ce bilan, on monte un petit peu dans la balance, sur la balance, avant de faire le régime, ça va nous permettre de définir un petit peu cette trajectoire pour identifier les plans d'action, pour identifier les meilleurs gisements, les meilleurs leviers pour pouvoir décarboner. Donc là, on est vraiment au niveau de l'organisation. Et dès que l'on a fait cet état des lieux, on ne peut pas ne pas prendre en compte nos produits, nos services en tant qu'entreprise. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette chaîne de valeur. Et là, on va travailler sur le produit. On parle souvent d'éco-conception, on parle d'analyse de cycle de vie, qui est en fait une sorte de bilan carbone, mais multicritère au niveau des produits pour comprendre où sont les émissions de carbone et de gaz à effet de serre et l'ensemble des impacts finalement environnementaux qui vont être dans le produit. Et pour pouvoir justement aller beaucoup plus loin, on va devoir récupérer de l'information, on va devoir digitaliser, on va devoir automatiser un certain nombre de choses. Donc cette stratégie de décarbonation, si vous voulez, il faut bien comprendre que on peut pas être à 100% tout de suite dès le départ, mais on a vraiment besoin d'être un petit peu en mode projet pour pouvoir la réaliser au niveau de l'organisation et de nos produits et de nos services. Et pour ce faire, nous avons un certain nombre d'outils à notre disposition et c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous avons des outils qui vont nous permettre de financièrement nous aider à transformer l'organisation, nous aider à transformer les produits pour pouvoir être plus vertueux. Mais encore une fois, pas que, c'est surtout comment est-ce qu'on va s'inscrire dans cette chaîne de valeur locale, nationale, internationale. Merci Julien. En effet, tu mentionnais les challenges sur la stratégie de durabilité. On va avoir plusieurs facteurs également sur la stratégie internationale et notamment lorsqu'on y ajoute le filtre durable. Le premier challenge quand on parle d'international, c'est de sensibiliser et d'acculturer ces parties prenantes. Ça veut dire aller identifier ses partenaires stratégiques en interne, en externe, les personnes moteurs et aussi les irritants qui ne vous permettent pas aujourd'hui de mettre en place une stratégie globale, puisque comme tu le disais Julien, hein, le sujet de la durabilité, il est vraiment transversal à toute l'organisation et c'est aussi le cas de l'international. Le deuxième point, ça va être d'embarquer et d'accompagner ces parties prenantes. Maintenant qu'on a identifié mes partenaires stratégiques, je peux être en mesure de pouvoir les accompagner, c'est-à-dire potentiellement leur fournir des outils, leur fournir des soutiens financiers si j'ai besoin d'aller chercher de l'information. C'est d'ailleurs le troisième point, hein, mesurer. C'est déjà extrêmement complexe dans son marché domestique. Ça l'est encore plus quand il s'agit de l'international et donc pouvoir le faire de manière cohérente et concertée avec, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur avec toutes ces parties prenantes, c'est essentiel. Et puis ensuite, une fois qu'on a réussi ces derniers points, on va pouvoir co-construire et prioriser à la fois ces marchés internationaux, mais aussi le sujet de la durabilité. Donc les questions peuvent être d'ordre, est-ce que je m'implante dans tel pays? Si oui, de quelle manière? Sous quels critères de durabilité? Et donc tout ça permet d'avoir un plan d'action global assez cohérent. Vous avez à droite de cette slide quelques challenges assez courants et qui rejoignent les 4 points précédemment cités. L'accès et la qualité de l'information, ça nécessite beaucoup de ressources, notamment des ressources humaines, financières. Et donc, c'est essentiel de pouvoir se faire accompagner par des experts sur le sujet, mais aussi en local.
Un autre moyen, c'est de recruter les bons profils, des personnes qui sont à la fois sensibilisées sur les objectifs financiers, mais aussi les objectifs de durabilité de l'organisation pour pouvoir répondre à ce plan et le mettre en œuvre de manière beaucoup plus opérationnelle. Et puis ensuite, un quatrième point que nos clients peuvent nous exprimer assez souvent, c'est la sécurisation des paiements. Pourquoi est-ce que ça s'intègre dans le sujet de la durabilité et de l'international? Eh bien simplement parce qu'il s'agit ici d'éthique des affaires. Et pour cela, il faut vraiment être très proche de ses partenaires financiers. On y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà quelques challenges. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager dans le chat les challenges que vous avez pu rencontrer ou auxquels vous faites face aujourd'hui quand il s'agit de l'international ou de la durabilité. Je laisse Julien prendre la main sur les financements durables. Vous avez ici une map qui reprend l'essentiel. Oui, mais merci Lucie. C'est parce que c'est un très bon point de départ. Nous avons la chance en France d'avoir BPI, l'ADEME et l'État qui mettent à disposition des diagnostics et des subventions pour pouvoir faire ces premiers diagnostics qui sont bien souvent, et je pense que c'est Pascal qui nous en parlera après, qui sont bien souvent le point de départ pour pouvoir amorcer cette transformation et financer cette transformation de façon plus large. Nous avons des diags décarbonation, par exemple, des diags qui sont plutôt orientés produits avec des diags éco-conception, des diags éco-flux qui sont plutôt orientés énergie. Tous ces dispositifs sont à disposition auprès de BPI. Je vous invite vraiment à aller visiter leur site. Et vraiment, c'est un bon point de départ et notamment une très bonne aide pour les plus petites entreprises, TPE, PME, même les ETI y ont accès en certaines mesures. Mais c'est un très bon moyen de faire cet état des lieux avant justement de rentrer dans des phases d'investissement qui peuvent, elles, être beaucoup plus lourdes. Merci beaucoup Julien. On va pouvoir zoomer ensuite sur la partie financement internationaux. Et en effet, je le disais tout à l'heure dans la phase d'introduction, quand on parle d'international et de durabilité de façon alignée, on va pouvoir à la fois croiser les financements de transition que tu viens d'évoquer à différents niveaux, de BPI, de l'ADEME, de l'État français, et aussi, on le verra juste après avec toi Pascal, au niveau des pays sur lesquels vous êtes implantés de façon directe ou indirecte. Et en ce qui concerne les financements purement internationaux, on peut les mobiliser à plusieurs échelles. À l'échelle européenne, vous allez avoir des dispositifs comme le programme Horizon Europe qui peuvent financer des programmes de déploiement des innovations au sein de l'Union européenne. Et vous avez aussi, en fonction de vos secteurs d'activité et des filières auxquelles vous appartenez, des programmes européens, par exemple des Interreg, des programmes aussi régionaux qui vont pouvoir accompagner vos innovations à l'échelle européenne. À l'échelle nationale, et comme tu le disais, Julien, on a cette chance en France de bénéficier de leviers financiers qui accompagnent les grands challenges de l'entreprise, celui de la transition et de l'international. Notamment BPI France avec plusieurs dispositifs comme celui de l'assurance prospection, qui est dédié à avancer et garantir contre le risque d'échec commercial quand on initie une démarche de prospection sur un ou plusieurs marchés internationaux. Et également la partie garantie de projet. Là, c'est davantage un soutien en trésorerie quand on vient créer une structure commerciale en local. Et vous avez également d'autres dispositifs auprès de BPI, soit des prêts qui vont fonctionner un peu comme le principe d'un prêt bancaire pour aller financer la croissance internationale, et aussi des dispositifs d'accompagnement comme des modules conseils. Nous, c'est notre cas par exemple chez Altios, et je sais que c'est le cas aussi pour O2M et Layton. On peut intervenir pour le compte de BPI pour vous accompagner dans des modules d'accompagnement pour co-construire, formaliser votre stratégie internationale et embarquer vos collaborateurs. Peut-être préciser aussi quelque chose que l'on voit aussi de plus en plus émerger, c'est le cas des établissements bancaires et bien sûr de BPI qui est l'établissement public français. Ils vont
commencé, de par le fait qu'ils sont concernés par la taxonomie européenne, à implémenter des quotes-parts de financement entre guillemets verts ou alors des démarches de bonification. Ça va être notamment le cas pour l'assurance prospection, hein, qui est le principal mode de financement de la prospection à l'échelle internationale, qui va se doter d'un bonus quand on initie une démarche de développement international qui se veut vertueuse, autrement dit une assurance prospection entre guillemets verte. Et vous avez aussi d'autres dispositifs à l'échelle nationale qui est le plan Osons l'export, qui est accompagné par la Team France Export sur les territoires. Là, ça va être à la fois des soutiens financiers, opérationnels et humains également, comme notamment le VTE, le volontaire territorial en entreprise, qu'on retrouve côté BPI avec le VTE vert et qu'on va retrouver côté Team France Export sur le VTE international. L'idée, c'est d'avoir une personne qui est dans votre entreprise sur le territoire français et qui va pouvoir accompagner votre structuration et votre croissance à l'international. Et enfin, vous avez aussi des aides régionales. On a la chance aussi, au niveau de chacune des régions, d'avoir tout un panel d'aides régionales selon vos besoins, que ce soit en termes de stratégie, de prospection, d'études de potentiel marché, de salons à titre individuel ou collectif ou bien de recrutement. Ça, c'est à chacune des entreprises de se rapprocher de la région dans laquelle votre siège ou vos établissements secondaires se trouvent. Voilà pour le panel des aides qu'on peut mobiliser de façon croisée à l'échelle internationale aussi avec les financements de transition et qui sont bien évidemment non exhaustifs. Encore une fois, je vous invite à zoomer aussi sur vos métiers et vos filières qui peuvent être source de financement spécifique. Pascal, je te laisse volontiers la main pour partager Oui, tout à les fait. éléments. Merci Marine. Alors avant de commencer, je rebondis sur deux choses qu'a dit Julien juste avant. La première, c'est qu'effectivement, on peut pas être tout de suite à 100%, et ça, je le rejoins entièrement. Euh, et puis également, quand il a montré tout à l'heure le mapping de l'ensemble des aides, je sais pas vous, mais moi, ça me fait peur parce qu'il y en a tellement, on sait pas par où commencer. Et je pense que c'est ça effectivement un des premiers enjeux qui sont liés au climat, c'est qu'ils sont multiples. Et en fait, il est important de savoir les approcher correctement. En effet, aujourd'hui, la difficulté provient du fait que dans un monde où le résultat tout de suite, maintenant, règne, la rentabilité, en fait, quand on parle d'enjeux liés au climat, ne se fait sortir qu'au moyen ou au long terme. Donc en fait, il est très important tout de suite de définir quelle est sa feuille de route et de se dire comment on fait pour y arriver. Pour passer le cap, euh, nous, on pense qu'il faut accélérer sa mise en conformité euh, et cela reprend tout ce qui a été présenté au préalable. Souvent, lorsqu'on pense financement, nous pensons banque, mais effectivement, il y a de l'argent qui existe. On appelle ça parfois l'argent dormant. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une analyse de notre situation actuelle, de savoir est-ce que nous ne sommes pas en train de dépenser trop d'argent, de surcotiser. Et donc, pour cela, nous, on va regarder tout ce qui est les coûts sociaux et les processus RH. On va également essayer de maîtriser les charges fiscales que peuvent avoir les entreprises. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on a vraiment optimisé tout ça? Est-ce qu'on est en capacité de maîtriser? Ensuite, avec cette nouvelle manne, ou en tout cas cette manne qui est disponible, il est important d'entamer la maîtrise et donc l'allègement de ces dépenses énergétiques qui vont venir. Et enfin, c'est de pouvoir dire qu'on va s'appuyer sur la recherche exhaustive des aides qui sont liées à la recherche et au développement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais effectivement, il est important de se dire que on va pas y arriver tout de suite, que c'est pas aussi simple que ça et qu'il faut prendre le temps d'analyser. Et je te rejoins complètement. Il faut faire l'état des lieux avant de se lancer. Je pense que c'est toi, Marine, qui disais ça tout à l'heure. Sur la prochaine slide, euh, je me suis permis d'introduire quels sont les différents objectifs qu'il peut y avoir justement à sécuriser l'ensemble de ces aides. Euh, il est important, de faciliter l'accès au financement, donc c'est de faire l'état de lieu, de savoir exactement par où commencer, quelles sont celles qui sont tout de suite disponibles. Ensuite, c'est de mettre en œuvre des projets d'innovation durable pour y arriver. Et enfin, de sécuriser la stratégie d'internalisation. Tout ça, ça passe évidemment par la réduction des coûts, ça passe par la contribution carbone, ça passe par l'amélioration du management des déchets, ça passe par l'ensemble de ces dispositifs qui sont disponibles,
c'est-à-dire s'adapter aux process industriels, investir dans l'innovation. Je te rejoins tout à l'heure, ce que tu disais, Julien, c'est d'être en conformité avec tout ce qui va être CSRD, et notamment avec, et dans un dernier volet, c'est tout ce qui va être l'efficience liée aux ressources humaines. Donc, on se rend compte qu'en fait, le challenge qui est face à nous est assez important. Euh, et en fait, il faut vraiment prendre le temps de tout analyser, parce qu'il est certain que si on n'est pas accompagné par un acteur, on peut tout de suite s'y perdre et renoncer à tout ça. En tout cas, de se dire, c'est pas pour moi ou je n'y arriverai jamais. Pour entrer un peu plus dans le détail, on a rajouté une temporalité dans la prochaine slide qui permet de voir en fait qu'on est en capacité euh, de pouvoir regarder euh, l'ensemble des aides à des temporalités différentes. Parce qu'évidemment, on n'est pas tous au même niveau, que ce soit en termes d'action et puis de projection. Euh, Ce qui est important de se dire, c'est que quelle que soit l'étape dans laquelle nous nous trouvons actuellement, on peut à la fois intervenir sur le CAPEX et sur vos OPEX. Euh, sur le passé, c'est-à-dire tous les projets qui sont déjà aboutis, tout ce qui est passé, eh bien, vous avez quand même des solutions qui existent. En tout cas, il y a la possibilité d'aller chercher des financements qui sont disponibles, mais que vous ne connaissez pas forcément. On peut également améliorer et optimiser votre OPEX parce que peut-être que vous êtes en train de surcotiser, vous êtes en train de payer l'énergie trop cher. Il y a peut-être des façons d'aller chercher des GEOs tout de suite. Donc voilà, il y a tout ce panel qu'il faut regarder. Sur l'existant, tout simplement, votre activité au quotidien, hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Comment vous êtes en train de le faire? Peut-être que vous avez des actifs, euh, peut-être que vous avez des flux de transport. L'objectif, c'est de se dire, par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, où est-ce qu'on peut aller mobiliser des guichets? Où est-ce qu'on peut aller mobiliser des financements? Et donc, ça, c'est également une deuxième partie sur laquelle on peut intervenir. Et le troisième, c'est tout ce qui va être en cours. Donc, vous avez des plans d'investissement qui sont prévus, des plans pluriannuels de travaux, vous avez des projets qui sont en cours ou qui vont bientôt arriver lors des prochains trimestres, semestres. C'est pareil. On peut regarder quelles sont les aides mobilisables et là vous voyez qu'on peut directement intervenir sur tout ce qui va être CAPEX et OPEX. Euh, Très souvent, on se rend compte qu'il y a des projets qui n'aboutissent pas parce que le retour sur investissement n'a pas été validé par soit votre DAF, soit par le conseil d'administration ou par des investisseurs. Eh bien, c'est de se dire, attendez, nous, on va vous aider à diminuer votre CAPEX et optimiser votre OPEX pour qu'on puisse passer de quelque chose qui est retoqué à quelque chose qui aboutit. Et enfin, évidemment, parce que je rejoins ce que disait Julien tout à l'heure, il faut commencer à anticiper l'avenir. Et donc, dans tout ce qui va être trajectoire, donc la mise en place d'une stratégie sur vos mesures liées à vos propres piliers que vous pouvez avoir, eh bien, il y a également des aides qui sont mobilisables. Et l'idée, c'est de pouvoir d'ores et déjà anticiper ces évolutions à venir, de les préparer et de mettre en place les différentes aides qui sont disponibles pour que vous puissiez aller chercher euh, ces aides qui sont là. Ensuite, on a décidé de regarder, pour que vous ayez cette vision internationale, quels sont les différents leviers qui sont disponibles à l'étranger pour ceux qui cherchent à s'implanter ou qui le sont déjà. On a listé quelques-unes des aides qui sont disponibles. Vous voyez au Canada, le plan pour le climat de 20 milliards d'euros. Aux États-Unis, plus de 360 milliards d'euros de financement public dédié à l'environnement entre 2020 et 2030. Donc, c'est des sommes qui sont assez considérables. La plupart du temps, elles ne sont pas connues, ou bien quand on essaie de faire des demandes de dossiers et que malheureusement on ne connaît pas comment ça se passe dans chacun de ces pays, c'est toujours mieux d'être accompagné. Et nous, on a la chance d'être présents dans ces pays-là et de pouvoir apporter cette expertise qu'on a sur le terrain, cette connaissance, puisqu'on a monté d'autres dossiers. Et c'est juste la répétition de cette demande de dossier qui font qu'aujourd'hui, on a des taux de validation et de réussite qui sont assez conséquentes. Évidemment, à tout cela se rajoute le pacte vert pour l'Europe qui vise à mobiliser 1000 milliards, pardon, les chiffres sont tellement conséquents, 1000 milliards d'euros d'investissement durable au cours de la prochaine décennie pour atteindre les objectifs. Donc c'est des sommes qui sont assez colossales. On a voulu faire un focus dans différents pays
sur la prochaine slide, dans lequel on peut voir en fait quelles sont les typologies d'aides qui existent et les solutions qui sont disponibles. Bon, je vous laisse regarder, mais on voit souvent que ce sont des aides qui se retrouvent dans plusieurs zones, pays. Euh, les aides et subventions, crédits d'impôt, les taxes énergétiques, les certificats d'économie d'énergie, ça aussi c'est un dispositif qui a le vent en poupe, notamment en France. On dirait pas comme ça, mais c'est 5 milliards d'euros qui sont disponibles pour des investissements d'efficacité énergétique. Les mêmes montants vont également exister en Espagne, donc c'est comment faire pour moderniser les outils de production et comment encourager cela. Il y a également tout ce qui est management des déchets et contribution carbone volontaire, sur lequel on peut évidemment accompagner les entreprises. Notre objectif, c'est un peu ce que, pour résumer, c'est accompagner le client à transformer sa responsabilité climatique en solution rentable pour eux. Comme il n'y a rien de mieux que des exemples concrets, on s'est permis de focaliser sur 4 exemples qui montrent un peu ce qu'on est en capacité de faire et comment on prend le temps d'analyser un problème, de trouver des solutions et de surtout d'avoir des résultats qui ont des réponses concrètes pour nos clients. Le premier cas est un cas qui me tient à cœur, c'est une mission pour un asset manager international qui souhaitait qu'on l'accompagne dans la recherche d'économies sur 1600 de ses actifs. 1600 actifs, ça fait beaucoup de sites, ça fait beaucoup de typologies, de différenciation. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est notre force, c'est de pouvoir prendre le temps. Et je pense qu'il y a, et Julien, tu l'as dit tout à l'heure, et je répète là-dessus parce qu'il est vraiment important de prendre ce temps. Souvent, on veut aller vite, on veut tout de suite chercher des résultats, mais avant tout, posons-nous, analysons la situation et regardons où est-ce qu'on peut aller mobiliser les différentes aides et ne pas jeter tout de suite parce que soit on va passer à côté de choses, soit on va monter le dossier trop vite et on va pas récupérer les financements disponibles. Donc, la première chose, c'est de prendre ces 1600 actifs. On a analysé la situation. On a regardé quelles étaient les différentes aides qui étaient disponibles. Eh bien, Layton a trouvé 30% d'économie pour le client. En plus de ça, on avait décelé, grâce au cabinet d'avocats auquel nous sommes adossés, qui s'appelle Layton Legal, qu'il y avait une obligation réglementaire pour 2 tiers des actifs. Et donc, on est allé en plus chercher une aide privée qui a permis d'autofinancer l'installation d'un produit. À la fin, on se retrouve avec 50 millions d'euros d'économies qui permettent de mettre en conformité l'ensemble de ces actifs qui étaient soumis à cette obligation, de baisser les consommations énergétiques de 15%. Donc, en clair, on arrive avec une première approche et l'idée, c'est de se dire, OK, avant tout, c'est comment on fait pour économiser de l'argent. Mais à la fin, on se retrouve avec une diminution de la consommation énergétique, avec une augmentation du ROI du parc immobilier, parce qu'évidemment, qui dit un immobilier durable dit quelque chose qui a une meilleure rentabilité, en tout cas qui est vertueusement plus investissable, ou en tout cas plus invest friendly de la part de certains acteurs. Donc ça c'est un premier exemple d'une approche qui va à la fois mêler tout ce qui est ingénierie fiscale et environnementale. Le deuxième cas est un cas qui vient sur tout ce qui va être contribution carbone volontaire. Pour ceux qui sont aguerris à ça, on a un des leaders internationaux du secteur du luxe qui nous a approchés parce qu'il souhaitait être accompagné. Il s'était fixé pour objectif d'atteindre 0 émission nette d'ici 2030. Donc nous, Layton, pareil, première étape, analyse, et on s'est dit comment on fait pour y arriver. On a mis en place une solution qui était de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 de 90% d'ici 2030 par rapport à 2015. Et ensuite, réduction de 70% de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de scope 3 d'ici 2030. Parce qu'effectivement, un des plus forts enjeux, les plus gros enjeux, et ça je te rejoins complètement Julien, c'est le scope 3. Pour la plupart des acteurs, pour ceux qui sont pas aguerris là-dessus, ça représente 80 à 85% des émissions de CO2. Et j'aime bien répéter une phrase, nous sommes tous le scope 3 de quelqu'un d'autre.
Nous sommes tous la partie prenante de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'ensemble, on peut trouver des solutions à ça pour diminuer ces émissions. Le résultat, c'est qu'on a une stratégie d'achat de crédit carbone qui a été mis en place, l'approvisionnement en crédit carbone par Layton pour son client, et une stratégie de communication pour tout le processus qui est d'offset. À la fin, 30 millions d'euros investis dans l'achat de crédit carbone volontaire pour l'ensemble de ces émissions carbone qui sont incompressibles. Le troisième cas qu'on a pris est un acteur industriel qui nous a demandé de l'accompagner dans la recherche de financement pour rénover 9 usines dans 7 pays. Parmi ces 9 usines, je ne suis pas rentré dans le détail, mais je peux vous le dire à l'oral, il y en avait 2 qui étaient des nouvelles usines et les restes, enfin les autres, les 7 autres, étaient de la rénovation. Donc oui, on a à la fois quelqu'un qui va construire des usines et puis on a également, on se dit que l'usine, elle doit pouvoir, si on repense à la première image que je vous ai montré tout à l'heure avec les courbes, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut investir sur l'avenir de cette usine et la transformer pour qu'elle soit plus adaptée aux enjeux climatiques. Pareil, on a pris le temps, on a fait une cartographie des aides et subventions mondiales sur la rénovation énergétique où était chacune de ces usines. Ça nous a permis de sortir toute la veille réglementaire qu'il y avait sur chacune de ces usines. Et grâce à notre implémentation locale dans l'ensemble de ces pays, c'est d'avoir une coordination locale et sectorielle, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Marine, au-delà des aides qui sont européennes ou par zone, on a également des aides qui sont très régionales, très sectorielles. Et donc l'idée, c'est de, par rapport à des secteurs spécifiques, là on était sur la pharmaceutique, de pouvoir aller chercher les aides sur telle typologie de bâtiment. À la fin, on a fait une cartographie exhaustive de toutes les subventions qui étaient disponibles, produit par produit. Sélection d'une subvention qui était dédiée à un nouvel atelier de broyage séparé des filières calcaires. Donc là, on est dans le très spécifique. Et donc, sur l'investissement initial de 120 millions d'euros, Layton a trouvé 11% d'aide qui était tout de suite disponible et mobilisable pour ces investissements-là. Le dernier cas est un cas qui est lié à cette question qu'on se pose tous, qui est de se dire, c'est quoi les enjeux ESG? Qu'est-ce que c'est que la CSRD? Par où je commence? C'est quoi RSE? Parce qu'effectivement, comme tu disais, Julien, tout le monde pense que c'est juste euh, développement durable, environnement, mais effectivement, il y a tout le volet social, économique qui est important, qu'il faut pas délaisser. Euh, et donc là, c'était quelqu'un qui est très éloigné de toutes ces problématiques-là, un courtier en assurance international qui souhaitait répondre de manière proactive aux enjeux actuels et à venir de ses clients, en particulier dans le domaine ESG. Nous, notre idée, ça a été d'aller voir le conseil d'administration, de leur expliquer qu'aujourd'hui, euh, grâce à des équipes laytoniennes qui étaient spécialisées dans leur activité. Donc, c'était une équipe pluridisciplinaire en conseil RH, opérations et commerce, de leur dire, écoutez, par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, comment on est en capacité de transposer les enjeux ESG de vos clients avec les services que vous proposez aujourd'hui. Potentiellement, vous avez peut-être des services, des produits, des process qui pour vous, parce que vous n'avez pas pris le temps, n'ont pas la valeur ajoutée que vous pensez qu'elle a. Et en fait, si on prend le temps d'analyser à travers le scope ESG, on est en capacité de se rendre compte que vos produits peuvent être conçus différemment. Et en fait, on peut revoir l'offre que vous pouvez avoir pour être en adéquation avec le besoin de vos clients. Le résultat de tout ça, c'était formation sur les enjeux ESG, sensibilisation aux impacts externes que peuvent avoir leur activité et surtout des ateliers de réflexion stratégique qui permettaient aux personnes, une fois que nous sommes passés, de poursuivre cette démarche et d'être autonomes sur une partie de cela. En conclusion, c'est un gain de proactivité sur les nouvelles offres à développer au regard des enjeux ESG que eux pouvaient avoir. Donc, vous voyez, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent être regardées. L'important, je suis entièrement d'accord là-dessus, il faut prendre le temps, il ne faut pas se lancer tout de suite dans quelque chose qui pourrait être une usine à gaz, mais vraiment prendre le temps d'analyser pour pouvoir trouver les meilleures solutions et les meilleurs process et outils disponibles pour pouvoir avancer
dans tous ces enjeux qui sont liés au climat. Merci beaucoup, Pascal. Je pense que tu as dû voir et expérimenter auprès des organisations accompagnées au travers de ces différentes missions, ô combien travailler sur sa feuille de route en prenant le temps, en intégrant les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques, à créer de la compétitivité, de la résilience, de la différenciation et de l'innovation pour ces structures qui ont optimisé tous les leviers financiers qu'elles pouvaient mobiliser. Oui, tout à fait. C'est toujours complexe, mais excitant d'avoir des personnes qui sont à des niveaux de connaissances différents. Je vois Julien hocher de la tête, mais oui, c'est une sensation qui est très intéressante et excitante de pouvoir accompagner ces gens-là dans cette démarche. Merci beaucoup pour tous ces partages. On voulait aussi vous partager ce pourquoi on est rassemblés en alliance d'expertise intelligente au travers d'Altios, d'O2M et de Layton. On a eu le plaisir de co-construire ensemble des parcours qui répondent aux enjeux, à vos enjeux en tant qu'entreprise et organisation pour aller concilier avec authenticité, co-construction avec vos parties prenantes internes et externes, comme on le disait tout à l'heure, une trajectoire internationale qui se veut respectueuse des enjeux environnementaux et sociétaux. Et à commencer, comme tu le disais Julien tout à l'heure, par le carbone, hein, de monter sur la balance du carbone avant de se dire comment je vais pouvoir initier un régime carbone à l'international et financer cette démarche de transition globale. On a eu la chance de co-innover avec BPI France, qui on l'a vu est un acteur majeur qui accompagne les transitions globales des entreprises et deux de ses piliers sont notamment la transition environnementale et sociétale et l'international. Et on voulait vous présenter un de ces modules qui s'intitule la trajectoire internationale bas carbone et qui reprend toutes les démarches de plan d'action que tu citais, Lucie, tout à l'heure, en 3 grandes étapes qui sont très liées aussi au financement et aux axes passé, présent, futur que tu partageais aussi tout à l'heure, Pascal. Le but de ce parcours, dans une logique de co-construction et de mobilisation à la fois des départements internationaux et des départements RSE et de tous les autres départements transversaux en interne, hein, les achats, la production, on l'a vu, hein, ça amène l'innovation produits et services, cette démarche de transition, la direction administrative et financière sur les enjeux de compliance à la taxonomie européenne et à la CSRD, comme tu le disais, Julien. Et au travers de ce parcours d'une dizaine de jours, on a 3 grands temps forts. Le premier, c'est déjà de commencer à se regarder dans un miroir, à monter sur la balance, à se regarder à 360 degrés sur l'ensemble des départements qu'on vient d'évoquer, pour voir quels sont les impacts d'un développement international qui intègre en plein cœur les enjeux de durabilité et en embarquant, en sensibilisant les équipes et comme tu le disais Lucie tout à l'heure, en s'appuyant sur les alliés internes, externes et puis en identifiant et en effaçant pas à pas les irritants potentiels. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se concentrer sur l'existant, d'aller regarder ses positions internationales sur l'ensemble de ces flux, que ce soit à l'import et à l'export, et de regarder du point de vue du carbone comment on peut déjà démarrer le régime carbone sur ces marchés actuels en mode victoire rapide parce qu'il y a très certainement des sources de gisement carbone qui sont adressables de façon assez simple et peu coûteuse sur vos marchés internationaux existants. Et enfin, le but, c'est de construire une vision prospective de l'évolution de votre feuille de route internationale en intégrant le critère carbone. Donc, autrement dit, de cheminer vers une trajectoire internationale la plus bas carbone possible. Et bien sûr, on y associe l'expertise de Layton au travers d'une cartographie des leviers financiers pour allier, comme on le disait tout à l'heure, impact positif sur l'environnement et l'humain et gain économique au service de cette transition et de cette performance globale. Un grand merci à tous pour vos participations, vos partages d'expérience, Lucie, Pascal et Julien, et à votre écoute attentive sur ce webinaire. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube les webinaires que l'on a eu le plaisir d'animer précédemment, un sur la trajectoire bas carbone et un autre sur comment faire des réglementations internationales CSRD, MACF et des autres réglementations RSE une opportunité. Et on aura le plaisir de vous inviter dans les mois à venir sur un dernier webinaire sur cette année, sur comment on peut concilier développement international et performance durable. On vous invite à partager peut-être des retours d'expérience, des bonnes pratiques ou peut-être des questions
au travers du chat et on se fera un plaisir tous les quatre d'y répondre. Merci à Bon, toutes et tous pour votre participation. Je voulais juste ajouter, effectivement, comme tu disais, Marine, que une petite enquête était à disposition à la fin de ce webinaire avec 3 questions simples. Déjà à propos du webinaire, comment il s'est déroulé pour vous et également nous partager vos expériences, vos enjeux d'international durable. Donc n'hésitez pas à nous répondre, c'est très utile aussi bien pour nous que pour vous. Donc voilà, et à votre disposition, laissez-nous vos coordonnées si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Justine. Peut-être en attendant que des questions ou des partages émergent sur le chat, j'avais une question pour toi, Julien, quand tu parlais tout à l'heure, et Lucie, tu le partageais aussi comme étant un enjeu des sociétés que l'on accompagne chacun d'entre nous, d'aller s'assurer de la fiabilité et d'aller trouver les bonnes données dans les pays où chaque entreprise, organisation est présente à titre commercial ou bien industriel. Eh bien, Julien, comment on s'assure d'identifier les bonnes données et de s'assurer de leur fiabilité? Alors, effectivement, ça va être un véritable enjeu. Je pense que la première clé, c'est vraiment le choix des méthodologies qui vont être appliquées. Donc, dans un contexte international, il faut choisir les bonnes méthodologies internationales pour pouvoir se donner le cadre des données que l'on va collecter localement. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est se donner les bonnes méthodologies. Le deuxième enjeu à partir de ça, ça va être vraiment de bien expliquer localement et même de se faire accompagner localement dans cette collecte de données pour se dire, bah, voilà où se trouve la donnée dans l'entreprise. Ça peut être dans des systèmes, ça peut être dans des feuilles Excel. Et ça, cet exercice-là de collecte de données, en fait, tout va dépendre vraiment de l'organisation de l'entreprise et si la donnée est à disposition. Donc ça, c'est le deuxième grand enjeu. Et puis le troisième grand enjeu va se situer en fait sur la compilation et la consolidation parce que très souvent, dans des entreprises internationales, on se retrouve confronté à des problématiques que l'on appelle de double compte du fait de la circularité du carbone. Et donc, ça n'est pas juste une simple feuille de calcul et un simple produit en croix. Il va falloir éliminer, un peu comme pour la comptabilité, il va falloir un petit peu faire le ménage et tout recompiler pour avoir un véritable chiffre. Donc, la difficulté, on va dire comme ça, le challenge en tout cas, c'est vraiment d'aller collecter la bonne donnée au bon endroit. Et ça, il faut le faire à la fois localement et aussi centralement. Mais ça, il faut se donner ces clés de lecture pour pouvoir le faire au mieux et être le plus efficace possible. Euh, J'en profite pour revenir quand même sur un point qu'on a un petit peu mentionné, j'insiste un petit peu dessus. Très souvent, on voit les entreprises qui se disent, voilà, je vais faire telle action, je vais faire telle chose dans l'entreprise, souvent se disant c'est des bonnes idées ou en tout cas on en entend parler et donc il faut qu'on fasse la même chose. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'il faut prendre le temps et vraiment faire le diagnostic pour se dire qu'est-ce qui est pertinent pour moi dans mon contexte par rapport à mon entreprise, par rapport à ma culture d'entreprise, par rapport à mon marché, par rapport à mes produits et mes services, pour faire vraiment les bons choix et ces choix-là, il faudra à un moment aussi les justifier et expliquer pourquoi on les a faits. Donc cet état des lieux, il est vraiment crucial pour ne pas s'éparpiller et pour aller vraiment chercher les victoires rapides et les bonnes actions à faire par rapport à cette stratégie. Donc ça, c'est vraiment essentiel de faire cet état des lieux-là. On voit trop souvent les entreprises qui finalement s'éparpillent sur la base de fausses bonnes idées ou de bonnes fausses idées, ça dépend comment vous voulez le formuler, mais cet état des lieux est vraiment essentiel. Et pour prioriser les énergies et de fait aller chercher ensuite les bons leviers financiers. Pascal, j'avais également une question pour toi. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, le panorama des aides sur la transition, sur l'international est nombreux, parfois un petit peu nébuleux. Ça peut effrayer certains. Il faut déjà avoir accès à l'information et savoir comment on les mobilise. Ma question, c'est comment on priorise ces leviers financiers-là pour aller répondre à sa transition globale. Et peut-être deux questions en une. Est-ce qu'il existe déjà des financements qui vont aller croiser ces deux sujets d'international et de durabilité?
Ouais, c'est deux très bonnes questions. Effectivement, il y a cette première difficulté qui est de se dire, ben, par où on commence, euh, par où on priorise, où on priorise. Euh, Et en fait, la chance que nous avons, c'est que avec nos 40 000 clients et nos plus de 25 ans d'expérience, on a pu voir qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui était le mieux adapté à nos clients. Je pense que une des premières choses, c'est effectivement, il y a les quick wins. Mais je pense surtout que dans ce type de décision, de stratégie, on est plus dans un marathon que dans un sprint. Et donc, ok, il est important de faire un premier début de course, de mettre tout en place pour y arriver. Mais en réalité, c'est de regarder un peu plus loin que juste là tout de suite. Regardons un moyen et long terme pour voir comment on y arrive. Donc, pour prioriser, eh bien, on va regarder les aides qui sont disponibles tout de suite. C'est pour ça que je disais avant tout, regardons si on n'est pas en train de surcotiser, si on n'est pas en train de dépenser de l'argent qu'on ne devrait pas. Et ça permet d'avoir des quick wins. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui va être disponible tout de suite et qui va permettre d'investir sur des futurs projets. Ensuite, effectivement, il y a des guichets ou des leviers qui sont disponibles. En revanche, la difficulté, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ça évolue tout le temps. Et qu'en réalité, peut-être que ce que je vais dire là va s'arrêter le 30 juin et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver en septembre. Donc, au-delà de choisir les différents projets, les différentes batailles, c'est surtout de se dire, est-ce que ce sera encore là quand mon idée aura germé? Donc, il y a cette première analyse qui est très importante. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. À chaque fois que l'un d'entre nous le dit, je vois toutes les têtes hochées. Donc, on est d'accord là-dessus. Si on devait prioriser, c'est celle qui permet de dégager de l'argent rapidement. Donc, ça, c'est tout de suite quelque chose qu'on est en capacité d'identifier en fonction de la typologie, le pays, la région, le secteur d'activité, et de regarder par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qui peut être mobilisable. Euh, et surtout, dans un second temps, c'est de se dire, OK, une fois qu'on a eu ces premières quick wins, comment est-ce qu'on fait pour les investir correctement dans d'autres solutions? Parce que avec cet argent-là, on est en capacité de faire d'autres investissements qui vont avoir un retour qui va être plus important que ce que nous avions à l'origine. Donc il est vraiment important à la fois de penser tout de suite, mais également plus tard, et comment on peut dégager cette première marge sur des futurs investissements. Et c'est très important d'être accompagné là-dessus parce qu'on peut vite perdre pied. Je reviens sur la slide de Julien avec toutes ces aides qui pour nous semblent faciles, mais je pense que pour quelqu'un qui regarde cette slide pour la première fois, déjà il commence à regarder par où je commence, quelles sont ces différentes aides. Donc euh, je pense qu'il faut pas avoir honte d'être accompagné. Il faut pas avoir honte de lever la main et de dire, écoutez, je n'y arrive pas tout seul. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution qui est adaptée à mon activité, à ma vision d'aujourd'hui et à celle où je souhaite aller plus tard. Merci beaucoup, Pascal. Et peut-être question commune, Pascal, Julien et aussi Lucie. Est-ce que vous avez déjà vu des financements croisés, durabilité et international commencer à émerger parmi le paysage que l'on a partagé? Alors, je me permets de préciser l'offre que nous avons évoquée précédemment et que nous animons avec O2M et Layton sur à la fois les points de financement et de durabilité, peut être cofinancée par BPI. Donc c'est un premier pas dans le bridge entre le sujet de l'international et de la durabilité. Au niveau européen, on voit aussi d'autres financements qui permettent la diffusion quand même euh, de solutions permettant d'atteindre des objectifs de durabilité. Donc, en effet, c'est des choses qui sont en train d'émerger de plus en plus rapidement. Maintenant, je laisse peut-être les autres experts partager leur expérience.
Oui, bah, peut-être sur le sujet, effectivement, on a une chance en France, c'est qu'on est assez avancé sur ces sujets. Mais on voit de plus en plus émerger ces sujets, même sans aller très loin, hein, en Europe. Ça s'accélère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est lié. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple un petit peu des financements et des investisseurs, la Banque mondiale commence à rentrer des critères ESG sur l'ensemble de ces sujets et comment ils vont prêter bah, des banques nationales et donc les répercussions sur les banques locales et donc les répercussions in fine sur les clients. Donc oui, on va avoir des différences de maturité, de vitesse sur la scène internationale, mais pour autant, comme le précisait Pascal, il y a des montants très importants et souvent méconnus. Moi-même, j'ai appris des choses ce matin qui sont à disposition. Donc, euh, pour pouvoir aller les chercher, il faut avoir un projet précis, une stratégie précise, ce qui veut dire il faut toujours revenir une étape en arrière sur cette balance pour faire des choix éclairés, mais bien se rendre compte que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à disposition euh, ce serait dommage de passer à côté. Oui, et peut-être pour étoffer ce que tu disais, Julien, euh, alors je veux pas forcément parler de durabilité, mais je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur un développement bas carbone. Parce que on va pas se voiler la face, et je pense qu'on est suffisamment adulte pour le dire, s'exporter, c'est pas forcément bon pour l'environnement. En revanche, il est important de trouver la bonne stratégie et la bonne technologie pour avoir une trajectoire bas carbone. Donc une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a des aides internationales sur tout ce qui va être diminution des émissions de CO2 et sur des trajectoires bas carbone, mais de façon très concrète, durabilité et internationale, c'est presque antinomique. En revanche, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir ce développement international qui est plus vertueux qu'il ne l'était par le passé et d'avoir un réel impact sur la société dans laquelle vous allez vous impacter et dans l'économie dans laquelle vous allez vous impacter, importer. Donc ça, c'est ce qui est important, c'est de se dire ne faisons pas tout et n'importe quoi, faisons-le avec intelligence et ayant une approche vertueuse de ce développement à l'international, en ayant en tête que euh, voilà, on peut bien le faire et on a les outils, on a les financements qui sont disponibles, euh, mais surtout si on est bien accompagné. Et je pense que c'est ça la conclusion en fait. C'est on peut bien le faire. Maintenant, il faut prendre le temps et investir du temps pour le faire. Mm. Et d'autant que, je suis d'accord, Pascal, d'autant que euh, c'est parfois contre-intuitif, c'est-à-dire que l'on va entendre des sujets de relocalisation, par exemple, ou des changements de fournisseurs, et malheureusement, ça n'a pas forcément l'impact espéré, en tout cas le résultat espéré. C'est pour ça qu'il faut vraiment se poser, calculer les choses, investiguer, vraiment regarder parce que justement c'est un sujet qui peut être problématique. On l'a déjà évoqué dans des webinaires précédents. C'est ce côté un peu contre-intuitif que sont ces sujets et c'est d'autant plus exacerbé à l'international. Donc c'est vraiment important de se poser là-dessus. Merci beaucoup pour vos partages. Je vous partage justement une question qui émerge du chat, à savoir s'il y aura des accompagnements ou des aides pour les entreprises de très petite taille, les TPE, pour affronter les démarches administratives liées au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors oui, Euh, oui, aujourd'hui, vas-y Pascal. euh, en tout cas, nous, notre approche, quand nous avons des entreprises qui viennent nous voir, on est en capacité de les accompagner là-dessus. En revanche, il est parfois difficile pour ces très petites entreprises d'aller s'implémenter ailleurs s'il n'y a pas quelque chose qui est fait correctement ou anticipé correctement. Mais effectivement, des aides existent. Elles sont pas, c'est pas les plus conséquentes et les plus importantes. Mais encore une fois, on a plusieurs choses à vérifier. C'est où est-ce qu'ils souhaitent s'implanter, pourquoi ils souhaitent le faire,
quel est le secteur d'activité, est-ce qu'il y a une réelle plus-value à le faire. En tout cas, toute cette première phase de pré-audit permettra de balayer toutes ces questions et d'y répondre de façon très concrète. Je suis désolé, hein, c'est juste que c'est une question tellement généraliste que je suis obligé de répondre de façon très généraliste. Peut-être pour compléter ce que tu dis, Pascal, et on l'évoquait tout à l'heure sur le module d'accompagnement trajectoire internationale bas carbone allié avec BPI France, c'est déjà d'anticiper la stratégie internationale globale sur l'amont de votre chaîne de valeur, hein, en particulier quand on parle de mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, pour anticiper les impacts et les opportunités. C'est vraiment notre prisme, hein. On est convaincu que derrière cette taxonomie européenne et ce mécanisme d'ajustement carbone, il existe des opportunités pour vos entreprises de réinventer votre modèle d'affaires international de façon progressive et d'initier des victoires rapides, comme tu le disais tout à l'heure, Julien, avant de se dire on va affronter ces démarches très administratives et chronophages. Donc ce parcours d'accompagnement peut complètement, potentiellement y répondre. Un grand merci à tous les trois pour vos partages d'expériences, vos expertises. Un grand merci à nos participants. On était ravis de vous retrouver sur ce thème et on a vu comment on pouvait concilier international, durabilité et performance économique, notamment à travers de la mobilisation ciblée, en se faisant accompagner pour identifier les bons levier de financement et maximiser ses chances de réussite pour les obtenir. Et on aura plaisir à vous retrouver sur le prochain webinaire qui sera concilier développement international et performance durable. On vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. À très bientôt. Merci à Merci à toutes et tous. tous. Au revoir. Merci à tous. Au Merci à revoir. tous. Au revoir.